J'ai dit récemment que nous les écraserions, mais il y a des raisons de croire que nous allons les achever. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à ce que LCI présente comme une outrance de Vladimir Poutine quand il a dit « nous allons les achever ». Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous commençons la vidéo. Ce qui se passe aujourd'hui est clair. Nos troupes ont l'initiative stratégique sur toute la ligne de contact. J'ai dit récemment que nous les écraserions, mais il y a des raisons de croire que nous allons les achever. Les Ukrainiens nous ont toujours prévenus, d'abord, que Poutine n'avait qu'un but, il y a 3 ans, ou encore maintenant, c'était de prendre le total contrôle de cette Ukraine. Conquérir, terminer les opérations spéciales, commencées, je vous le disais, depuis 3 ans, peu importe le temps que cela prendra. Thomas, merci beaucoup d'être avec nous, merci à Vincent qui vous accompagne. Les dernières déclarations du chef du Kremlin ne sont certainement pas des surprises pour celles et ceux qui sont autour de vous, mais ça en dit long quand même sur l'état d'esprit réel du président russe, que ce soit face aux négociations, mais également le jeu qu'il joue vis-à-vis de Donald Trump. Il est en pleine confiance, Vladimir Poutine, ça c'est indéniable. Nous avons les moyens de les achever. Vladimir Poutine qui estime que Volodymyr Zelensky et l'ensemble de la classe politique en Ukraine est illégitime. Il parle de la Russie comme de la 4e puissance économique mondiale, derrière les États-Unis, la Chine et l'Inde. La réponse de Kiev, elle a été très rapide par la voix du porte-parole de la présidence. Il faut que le président russe n'oublie pas de prendre ses petites pilules. Voilà ce qu'a dit la présidente Zelensky tout à l'heure. Poutine qui dit aussi que son armée contrôle 99% de la surface de la région de Luhansk, 70% des régions de Kherson, Zaporizhia et Donetsk. Alors évidemment, c'est exagéré. Néanmoins, effectivement, sur les théâtres d'opération, l'armée russe est à l'offensive. L'armée ukrainienne disait ce matin qu'elle poussait beaucoup cette armée russe dans la région de Zaporizhia. Les Ukrainiens ne contrôlent plus que 80 km² environ de la région de Kursk qu'ils ont attaqué l'été dernier. Ils sont aussi en difficulté autour de Pokrovsk. La pince russe continue de se mettre en place. Pareil dans la région de Toretsk que nous nous sommes rendus il y a quelques jours avec Vincent Wartner. Bref, c'est difficile sur le front militaire pour les Ukrainiens et ça, Vladimir Poutine le sait. Il sait aussi que tout cela peut peser dans les négociations qui s'annoncent. Merci beaucoup Thomas, merci à Vincent. On vous retrouvera tout à l'heure dans ce LCI midi. On va parler du terrain dans quelques instants avec Laura Pouget. Point complet sur les différents fronts où les combats dansent ces combats. Bon, je fais une petite coupure ici pour vous dire que voilà, la séquence où Poutine parle de l'illégitimité du gouvernement ukrainien, on va aussi en parler dans une autre vidéo. Là, on va essayer de s'intéresser à ce que eux, ils ont décidé de retenir. Poutine prêt à achever l'Ukraine. Peut-être que Vladimir Poutine a bel et bien dit qu'ils allaient les écraser. Mais ici, peut-être qu'aussi que ça a été mal traduit, j'ai ici une séquence d'excellentes tips qui permettra de recontextualiser le moment dans lequel Vladimir Poutine a dit ces paroles. Regardez. Pourriez-vous donner votre évaluation des événements actuels et de l'avancement de l'année de l'opération militaire spéciale? Bien sûr, merci. Je vais être bref, nous progressons progressivement, pas aussi rapidement que certains le souhaiteraient, mais néanmoins, nous avançons avec persistance et confiance vers l'atteinte de tous les objectifs annoncés au début. Mais je voudrais commencer par autre chose. Je voudrais dire que nous n'étions pas les auteurs et les initiateurs. Le début des hostilités. Elles ont commencé après le coup d'État en Ukraine en 2014, qui avait été soutenu par les pays occidentaux, et après cela, les hostilités ont effectivement commencé dans le sud-est de l'Ukraine. Pendant 8 ans, nous avons essayé de résoudre ces questions, ces problèmes, par des moyens pacifiques. Nous avons été contraints de protéger la Crimée et les Criméens, les Sébastopoliens. Et pendant très longtemps, nous avons insisté pour résoudre par des moyens pacifiques les questions liées au Donbass. Bientôt, ici, eh bien, comme il s'est avéré plus tard, tout cela est bien. Maintenant, ils savent, et les autorités ukrainiennes et les superviseurs occidentaux, ils nous ont en fait menés en bateau. Malheureusement, les anciens dirigeants, qui dirigeaient alors certaines grandes puissances occidentales, en particulier l'ancien président de la France, M. Hollande,
et l'ancienne chancelière de la RFA, Madame Merkel, ont déclaré directement, publiquement, sans gêne, qu'ils avaient besoin. Les accords de Minsk n'étaient là que pour réarmer le régime ukrainien et les préparer aux actions militaires avec nous pendant 8 ans. Les personnes vivant sur le territoire de Louhansk et Donetsk ont été soumises à un génocide au sens propre du terme. Les superviseurs occidentaux du régime ukrainien préféraient ne pas le remarquer. Cela nous a contraints à tenter par des moyens armés de mettre fin à cette guerre qui a commencé en 2014. Ce n'est pas nous qui l'avons commencé. Même année, ce n'est pas nous qui l'avons commencé. Armée. Ce conflit a pris une phase chaude en 2022. Nous avons quand même proposé de résoudre toutes les questions et de revenir. De plus, je l'ai déjà dit plusieurs fois, nous avons atteint un accord avec l'Ukraine lorsque les négociations ont eu lieu à Istanbul. D'ailleurs, nous nous sommes mis d'accord sur les questions qui sont très souvent posées maintenant et interprétées comme impossibles à résoudre sur les questions de dénazification et de démilitarisation. Nous nous sommes également mis d'accord sur ces questions. Tout était écrit dans le projet de ce document. Et l'essentiel de ce document a été paraphé par le chef du groupe de négociation du côté ukrainien. Ils ont paraphé, ils ont signé. Donc tout convenait. Et oui, c'est aussi connu. Ils sont arrivés, les heureux curateurs d'Europe, en particulier du Royaume-Uni. L'ancien Premier ministre, M. Johnson, a convaincu la direction ukrainienne qu'il fallait continuer la lutte armée jusqu'au bout. Regardez, les Ukrainiens ont agi dans le but d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Eh bien, il a probablement oublié qu'il existe des collectifs comme le vôtre, des moyens comme le sous-marin. Il a apparemment oublié ou ne comprend pas très bien ce qu'est le peuple russe, ce que nos gens ont dans l'âme et dans le cœur quand il s'agit de la sécurité de la patrie. Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui est en principe également clair. Sur toute la ligne de contact de combat, nos troupes détiennent l'initiative stratégique. Et il y a toutes les raisons de croire, je vous en ai parlé récemment, que nous les pousserons. Il y a des raisons de croire que nous les vaincrons. Et donc ici, ça c'est un traducteur artificiel ou d'intelligence artificielle qui a traduit. Il y a toutes les raisons de croire que nous les pousserons, il y a toutes les raisons de croire que nous les vaincrons. Sur les médias occidentaux, on a décidé de traduire ça à... J'ai dit récemment que nous les écraserions, mais il y a des raisons de croire que nous allons les achever. Mais moi, je voulais vous recontextualiser parce que comme toujours, on choisit toujours le plus juté et on oublie de montrer le reste. Vladimir Poutine, il répond à la question d'un soldat. Et ici, on sait que c'est une mise en scène. Mais peut-être que c'était important pour Vladimir Poutine de remettre et de recontextualiser tout, d'où est parti ces conflits, jusqu'à là où ça en est arrivé. On voit bien que lui, il part de Maïdan en disant bien le bluff qu'on lui a fait avec l'accord de Minsk, le fait que l'Ukraine, les conditions que soi-disant aujourd'hui, elle ne peut pas accepter, elle les avait acceptées avant de les jeter à la poubelle pour Boris Johnson, et maintenant d'aller au combat, et que maintenant au combat, ils sont en train de se faire battre, et que la Russie maintenant est dans une position où elle pense qu'elle va bientôt les vaincre. Voilà. Moi, je voulais vous remettre cette séquence pour recontextualiser ce que disent ces Européens dans cette vidéo, en tout cas ce que disent l'Occident par rapport à cette vidéo, et sans doute que Trump aussi va avoir sa propre traduction à lui, sera-t-elle conforme à celle que les Occidentaux sont en train de diffuser sur leur chaîne de médias mainstream, ou à la réelle portée des mots de Vladimir Poutine. Parce qu'il est quand même bizarre. Bon, non, ce n'est pas bizarre, puisque pour les Tchétchènes, il avait dit, en tout cas c'est ce qu'ils avaient traduit à l'époque, qu'il avait dit nous irons les buter jusque dans les toilettes. Est-ce qu'avec le fait qu'il se soit assagi et qu'il a adopté une autre posture, a-t-il dit cela? Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'était important pour moi de recontextualiser et de vous montrer ici. Le but n'est pas de s'offusquer de la réalité du terrain. Le but ici est de vexer Donald Trump, de faire comprendre à Donald Trump que Vladimir Poutine se fout de sa gueule et qu'il n'est pas prêt d'avoir sa paix. C'est que normalement, quand vous connaissez les histoires de conflits, vous savez que ça ne se règle pas comme ça. D'autant plus que ceux qui demandent des réelles garanties de sécurité et ceux à qui on a porté atteinte à leur sphère d'influence, ce sont les Russes et non les Ukrainiens.
comme Donald Trump le dit souvent lui-même, quand Biden a décidé de déclarer que l'Ukraine pouvait rentrer dans l'OTAN, c'était une stupidité qui a fait que j'ai su qu'on allait avoir une guerre. Je ne vois pas comment un pays dans la position de la Russie pourrait permettre à l'Ukraine, juste dans sa position, de rejoindre l'OTAN. Je ne vois pas comment cela pourrait se produire. Bien avant le président Poutine, la Russie était très ferme sur cela, et je crois que la raison pour laquelle la guerre a commencé, c'est que Biden est sorti et a dit qu'il pouvait rejoindre l'OTAN. Il n'aurait pas dû dire cela. Dès qu'il a dit cela, j'ai dit, vous savez quoi? Vous allez avoir une guerre maintenant. Et j'avais raison. C'est une guerre qui n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Je pense que Biden est incompétent. Lorsqu'il a dit qu'il pourrait rejoindre l'OTAN, j'ai trouvé cela très stupide. Et donc, écoutons la première réaction de la dame qui est sur... Continue, se poursuit. Vous avez entendu ce que vient de dire Thomas Misraki. Mais revenons d'abord sur ces déclarations. Sur ce, Magali, Vladimir Poutine en toute confiance. J'ai bien aimé l'attaque du papier de Thomas. Absolument, c'est vraiment ce qu'on sent avec des mots qui sont d'une brutalité vertigineuse. Et c'est vrai que quand on entend Vladimir Poutine parler comme ça, on peut quand même se demander comment réagit un Donald Trump à Washington. Parce que c'est quand même un camouflet pour les Américains de l'entendre parler ainsi. Au moment où il y a des négociations, où Donald Trump fait mine que ces négociations avancent, même s'il lui-même commence à comprendre un petit peu le calcul du Kremlin, mais où il a tellement lâché. Et c'est vrai qu'on voit que Vladimir Poutine, lui, ne cède sur rien et que l'objectif, il est toujours le même, c'est-à-dire s'emparer de l'Ukraine, démettre Zelensky. Et c'est vrai que ces déclarations hier étaient particulièrement... Alors, je vais faire une première pause ici pour reprendre ce que dit cette dame. Moi, je ne comprends pas pourquoi ces gens, à chaque fois que Vladimir Poutine parle de l'Ukraine, eux, ils disent que c'est le président américain qui est humilié, alors que le président américain l'a déjà fait comprendre que lui, il n'est pas là pour poursuivre cette guerre, que lui, il est là pour récupérer l'argent des Américains. Il va se servir sur la bête. Le sort de l'Ukraine ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, lui, c'est que ça s'arrête maintenant pour qu'il puisse avoir le maximum de chances de récupérer de l'argent. Et ça aussi, c'est l'une des conséquences de ce pourquoi ils ne sont plus crédibles, ou en tout cas, la majorité de l'Occident européen n'est plus crédible, puisque eux, ils étaient des croyants. Pas des gens qui avaient compris qu'ils allaient gagner, non, ils croyaient qu'ils allaient gagner. Et ils comptaient sur les Américains pour gagner. Ils ne comptaient pas sur eux. La preuve, c'est maintenant qu'ils essayent de se réarmer. Et donc, à chaque fois qu'on parle de Poutine qui dit la vérité du terrain, c'est un problème pour Trump. Et on verra que Trump est tombé dans le panneau. Je pense que voilà, tout le week-end à dire que Trump il s'est fait humilier parce qu'il a dit que sur le terrain, ils allaient les écraser et que maintenant, il s'avère que voilà, les choses accélèrent dans le sens où peut-être qu'ils vont les achever. Ils disent que c'est un problème pour Poutine. Et surtout, ce qu'elle a dit. Elle a dit, Donald Trump a tant cédé, a tant donné. Donald Trump a donné quoi? Concrètement, Donald Trump a donné quoi aux Russes? Donald Trump a donné quoi aux Russes qu'il pouvait enlever? S'il a tant donné, il n'a qu'à retirer. Qu'a-t-il donné? Je ne comprends même pas. Donald Trump ne fait que constater ce que on a déjà dit ici, et c'est que Emmanuel Todd a déjà dit, Trump est la personne qui va enregistrer la défaite des États-Unis. Parce que je sais que tout le monde est dans l'ivresse de l'hyperpuissance de Trump en tant qu'individu magique, etc. Mais il va passer dans l'histoire. Tout le monde, enfin, passe ses adversaires et passe ses détracteurs, il en garde beaucoup. Non, mais il le pense dangereux et puissant quand même. Mais en fait, il passera dans l'histoire comme le président de la défaite des États-Unis. Donc le job de Trump, ça va être de gérer la défaite des États-Unis face à la Russie. On ne le voit pas encore, mais c'est ça qu'on va vivre dans l'année. Et les Russes ne vont rien céder, ni aux Américains, ni aux Ukrainiens. Parce qu'ils sont déjà dans un processus de sacrifice qu'ils savent qu'ils ne pourront pas refaire si jamais ça doit recommencer dans les années qui viennent. Et donc, avant d'arrêter ce conflit, ils vont s'assurer d'avoir toutes les garanties nécessaires
pour que cela ne recommence pas, le temps qu'ils récupèrent de l'effort qu'ils viennent de faire. Une dernière question, pourquoi dites-vous que la politique américaine est à sa façon gender fluide? Gender fluide, parce que c'est... Non mais ça c'est très important, parce que c'est une très bonne introduction pour comprendre ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer dans les négociations avec les Russes. Gender fluide, parce qu'elle est l'un des principes de la politique américaine extérieure, c'est la non-fiabilité. C'est-à-dire, un président signe un truc, le suivant abolit le traité. C'est ce qui s'est passé entre Obama et Trump pour l'accord sur le nucléaire iranien. Et donc, c'est un principe. Moi, je lis les Russes. Et donc, l'un des principes de la politique extérieure russe, c'est qu'ils savent qu'on ne peut pas faire confiance aux Américains et que même un traité signé ne sera pas respecté. Ce qui explique pourquoi. Donc là, tout le monde est en train de s'exciter. Trump va arriver et négocier, ou plutôt intervenir dans une négociation entre les Ukrainiens et les Russes. Cette formalisation est déjà ridicule puisque c'est une guerre entre les Américains, avec leur proxy ukrainien, je dirais, et les Russes. Mais les Russes savent très bien, ils le disent déjà, ils le disent, que si les États-Unis signent quoi que ce soit, les Ukrainiens signent quoi que ce soit, pour un cessez-le-feu sur une ligne quelconque, etc., ça sera juste pour réarmer l'Ukraine et pour repartir dans 10 ans, comme la dernière fois. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de négociation, aucune, et les Russes, pour se mettre à l'abri, et parce qu'ils ne pourraient pas refaire un effort comme celui qu'ils sont en train de faire, vont devoir prendre tout ce qu'il faut pour être en sécurité. Donc, comme les services britanniques ont utilisé Odessa pour envoyer des drones navals sur le port de Sébastopol, la prise d'Odessa et de l'oblast d'Odessa est une nécessité pour les Russes. Il faut qu'ils aillent jusqu'au Dniepr. Il faut qu'ils contrôlent la partie orientale de Kiev et qu'ils mettent un régime à leurs mains. Et donc, il n'y aura pas de négociation. Vous voyez ? Et ça, c'est parce que la politique extérieure américaine est, comme vous l'avez rappelé, gender fluide. Et donc, je ne comprends pas pourquoi ils sont surpris. Particulièrement violente. Dans la presse américaine ce matin, on trouvait beaucoup d'articles et de tribunes se demandant si vraiment Donald Trump pensait sérieusement que Poutine était en train de lâcher quoi que ce soit, dénonçant la naïveté du président américain. Ça va devenir un véritable problème quand même pour Donald Trump d'avoir un Vladimir Poutine qui ainsi affiche ses objectifs. Quand on entend ça, on se rappelle presque de Poutine sur les Tchétchènes, j'irai les buter jusque dans les chiottes. C'était ce qu'il disait quand même à l'époque. Et cette idée-là d'aller les achever, quoi qu'il en coûte, c'est quand même, on voit bien ces derniers mots de Poutine qui sont dans cette brutalité affichée. Et on verra. Voilà. Et pourquoi maintenant ça les étonne? Quand Zelensky lui-même était toujours dans le fait de nous allons battre les Russes, nous allons les contraindre à la paix, nous allons les contraindre à nos conditions. Et maintenant, on leur oppose que voilà, à votre entêtement de croire que vous allez nous battre, on va vous achever, ça devient ah non mais là c'est trop violent, non mais n'importe quoi. Quoi qu'il en coûte sur le terrain pour les troupes russes qui gagnent des mètres carrés, c'est exact. Je crois qu'il y a un chiffre qui traîne aujourd'hui dans les renseignements ukrainiens qui parle que cette offensive de Koursk pour gagner le terrain, c'est à peu près 50 000 hommes. Ça fait quand même beaucoup hors de combat, pas forcément tués, mais hors de combat. Général, on a le sentiment de retrouver un Poutine comme au début de cette guerre, conquérant, à part qu'il est beaucoup plus froid et beaucoup plus calme. Et beaucoup plus sûr quand même, parce que je n'ai pas senti je n'ai pas le souvenir qu'il y a 3 ans qu'il était si sûr de lui. Bon, l'un des seuls qui a arrêté de verser dans la propagande et qui depuis un moment dit à LCI la réalité du terrain. Que depuis un moment, on a beaucoup fait d'annonces, des faits d'annonces, on a beaucoup dit des choses ici, mais concrètement sur le terrain, c'est la Russie qui nous donne le pion. Et je suis impatient d'attendre qu'est-ce que lui il a à dire par rapport à cette situation.
Il s'était lancé, mais c'était un peu soft. Là, c'est absolument pas soft. C'est-à-dire qu'il est convaincu qu'aujourd'hui, il a toutes les cartes en main. Il le dit, d'ailleurs. Quant à dire qu'il va pouvoir effectivement écraser l'armée ukrainienne, j'ai quand même quelques doutes. Parce que quand même, les kilomètres carrés ne sont pas gagnés en grand nombre. Actuellement, il y a une certaine, je dirais, ralentissement des opérations. C'est ce qu'on peut constater. En revanche, il est terriblement sûr de la victoire finale. Et je dirais que c'est pas forcément parce que c'est sur le terrain que ça se passe, mais peut-être aussi quand il voit la situation internationale. Alors on vient de parler de Trump, moi je parle aussi des Européens. Les Européens qui disent on va soutenir l'Ukraine, on va... Ils étaient rassemblés hier à Paris. Voilà, donc il y a beaucoup de conférences. Le problème, quand vous-même reprenez le plan de von der Leyen, c'est être prêt pour 2030. Donc aujourd'hui, si c'est pour être prêt à 2030, d'ici là, Poutine sait qu'il a les mains libres, puisque les Américains n'interviendront pas et que les Européens ne sont pas prêts. Donc en fait, on est dans une question de calendrier, et Poutine sent qu'il a le calendrier en sa faveur, même si ça prend encore 6 mois avant d'avoir un résultat définitif. Et puis la dernière question qu'on pourrait évoquer, on vient de parler de Trump, mais est-ce que Trump va continuer d'accepter cette situation-là? Est-ce qu'à un moment donné, comme on l'avait dit d'ailleurs avant qu'il arrive aux affaires, est-ce qu'il va pas finalement donner le maximum d'armes possibles aux Ukrainiens pour changer finalement la donne? Le seul problème, c'est que c'est un peu tard maintenant, puisque maintenant les Russes sont vraiment à l'offensive, et n'oublions pas que nous sommes au printemps, et que c'est là qu'on se bat, entre guillemets, le mieux dans ces pays-là. Bon, donc ici, ils sont tous en train de pousser Trump au scénario que eux ils ont préparé, parce que eux, leur scénario, c'était Trump, il va arriver, il va trouver une situation catastrophique pour l'Ukraine, une situation où on va lui faire comprendre qu'il ne peut pas laisser tomber l'Ukraine, et on va le pousser à continuer ce conflit. Et donc ici, c'est qu'ils ne voient peut-être pas eux, c'est que Trump a déjà accepté la réalité de la défaite de l'Ukraine. C'est peut-être ce que eux ne veulent pas accepter et ne veulent pas comprendre. Et surtout, une fois de plus encore, ici, on vient de défaire la propagande européenne. On comprend bien ici que, 1, les troupes de Macron ne seront pas là, 2, l'armement européen ne sera pas là, et qu'en attendant, l'Ukraine doit faire face à la Russie. Et la Russie, elle n'attend pas ce que ces gens-là semblent attendre. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez, et je vous dis à plus tard. Peace out.